Bonjour à tous et merci d'être là parmi nous à cet amas l'ADCF sur le Zoom de Blockchain HEC. Donc, je suis David Servet, cofondateur et président de Blockchain HEC qui a été créé en 2017 avec notamment David Princé, qui est président Binance France et Europe. Et sa vocation, c'est de partager les connaissances sur l'économie du Web3 et la blockchain et la crypto-économie et connecter les écosystèmes. Donc, nous tenons à remercier nos partenaires HEC Alumni et HEC Paris pour nous permettre de réaliser ces événements. Enfin, merci également à Cryptosphère pour leur soutien et aussi dans l'organisation de ces conférences. Donc, c'est un grand honneur d'accueillir la DCF aujourd'hui et notamment son équipe, des cofondateurs et les sociétés qui l'accompagnent. Donc, il y a notamment une partie de l'équipe de la DCF représentée par Sarah et Joël, productrice, producteur et directrice générale de la DCF. Je crois que Sarah vient d'arriver d'ailleurs. Sarah vient d'arriver, voilà. Ça va, Sarah? Ça va bien? Bon. Enchanté, Sarah. Bonjour. Enchantée. Salut, ça va? Tout le monde va bien? Tout le monde va bien, super. Et toi, ça va? Ouais. Et donc Joël et Sarah, il y a également la société Exaion, représentée par Sébastien Puccio, Territory Sales Manager Europe chez Exaion. Et enfin, un membre du comité de sélection, et pas n'importe lequel, puisque… Ah non, mais enfin, Jean-David ne sera pas là, malheureusement, mais en tout cas, voilà, il y avait… Il m'a dit qu'il pouvait y passer une tête, mais il a une urgence avec les États-Unis, il ne peut pas faire autrement. Ok. Donc, là, il a le lien, donc on peut avoir une surprise à un moment donné. Parfait, ça marche. Donc, l'idée de la DCF est née d'un constat, donc vous me corrigerez, est née d'un constat, il manque d'argent dans le cinéma. Les solutions classiques atteignent leurs limites et il y a un besoin d'une nouvelle solution pour fédérer et qui place le public au cœur. Donc, grâce à la rencontre avec les sociétés Exaion, qui est la branche 3 d'EDF, le Web 3 d'EDF, et la société Cloud 3D, le Clapcoin, crypto-monnaie dédiée au divertissement, a pu voir le jour. Donc, la DCF, qu'est-ce que c'est? C'est une société de production qui, au travers d'une nouvelle solution intelligente de financement du cinéma, va financer le développement d'un catalogue d'une 50aine de films. Donc, cette solution Web3 avec la blockchain et la crypto-monnaie Clapcoin est une solution plus accessible, plus démocratique et plus fédératrice que les autres modes d'investissement. Un point important, la DCF est en pleine ICO. Vous pouvez donc participer à cette première levée de fonds qui est dédiée au développement des œuvres audiovisuelles françaises. Vous pouvez investir dès maintenant et participer à la création des futurs succès cinématographiques. Fin de l'ICO le 30 septembre. Exactement. Vous verrez circuler dans le chat le lien d'affiliation de l'ICO Clapcoin qui vous permettra de… Enfin, d'ailleurs, qui nous permet aussi de bénéficier de 5% de tokens luxe supplémentaires. Donc, comme d'habitude, nous laissons la parole pendant 20 minutes au speaker et nous aurons 20 minutes de questions-réponses avec le public. Donc, nous vous invitons justement à inscrire toutes vos questions dans le chat. Et voilà, après cette longue introduction, je vous propose de plonger directement dans le vif du sujet. Joël ou Sarah, je dirais, la parole est à toi. Merci. On aime bien souvent que Sarah débute ce genre de discussion parce que Sarah, ce qu'elle représente, l'introduction de Sarah, si je puis me permettre, elle symbolise la genèse et le moteur de ce que nous proposons. C'est-à-dire que comme on s'inscrit dans l'économie réelle de l'audiovisuel, c'est le contenu qui va faire que toute cette aventure sera un grand succès demain. Et donc ça passe par le fait qu'on va travailler sur les œuvres et une typologie d'œuvres éditoriale. Et la patronne de cette activité, c'est Sarah. Donc, je vais d'abord lui laisser parler du moteur et après, je parlerai de tout ce qui est autour du moteur. Merci Joël. Alors, je me présente rapidement. Moi, je suis productrice. J'ai d'abord été journaliste, animatrice, également réalisatrice. Mais pendant toutes ces périodes-là, j'ai toujours gardé ma casquette de productrice. Aujourd'hui, je pense qu'elle est bien sur ma tête et c'est ma priorité. Donc, en tant que productrice, c'est vrai que j'ai rencontré d'abord Joël et qui était aussi producteur. Je l'ai rencontré en tant que producteur. Il vous racontera son parcours. Je ferai son intro également. Et très vite, en parlant de production, on s'est rendu compte que ça pêchait au niveau du développement, qu'il y avait vraiment un problème au début de la chaîne de la construction d'un film. Voilà, il n'y avait plus d'argent, ou il y en a de moins en moins, et c'est assez paradoxal parce que le moment du développement, c'est le temps le plus long dans la création d'un film. Alors, pour que tout le monde comprenne ce qu'est le développement, c'est le moment où on écrit le scénario,
c'est le moment où on va faire le casting, c'est aussi le moment où on va choisir un directeur de production pour faire un devis estimatif du film. Bref, c'est toutes ces étapes-là qu'on appelle développement. Et ces étapes-là, ça s'écoule sur un temps qui peut être très long. Et quand il se passe bien, il dure 1 an. Donc, on peut dire que le développement s'étale entre 1 et voire 3 ans. Et c'est un temps long qui doit être rémunéré et qui doit être considéré. C'est le temps essentiel pour créer les fondations d'un film. C'est comme pour une maison, si les fondations elles sont pas bien faites, la maison s'écroule. Donc aujourd'hui, notre ambition avec la DCF, c'est véritablement de lever de l'argent pour alimenter cette partie du développement du cinéma. Et ainsi aider, donc, voilà, en fonction de ce qu'on lèvera, mais si on lève 8 millions d'euros, ça veut dire qu'on va pouvoir accompagner une 50aine de films. Donc voilà, fort de ma rencontre avec Joël et de ce constat-là, on a imaginé la DCF et vous l'avez très bien présenté au début de la session. Et voilà, alors que vous dire d'autre, peut-être ça sera sous forme de questions-réponses, mais c'est vrai que la DCF permet d'investir dans ces films dont je viens de parler, mais a aussi une autre particularité, c'est qu'elle va permettre au grand public de participer de très près à tout ce que la DCF va faire. Va permettre au public de voter, va permettre au public de soumettre ses propres projets, en tout cas de participer activement à la création de ce que va mener la DCF. Voilà, donc grâce à notre rencontre avec Joël, mais aussi Fabien Berger, Sabine Tellier, qui sont nos 2 autres associés, nous avons imaginé ce modèle, mais ce ne serait rien sans la rencontre qu'on a fait ensuite avec Exaion, mais là, ce sera Joël qui vous en parlera mieux que moi. Donc voilà, je vous fais l'intro de Joël. Joël est un financier à la base. Exactement. Ouais. Et puis après, combien d'années de finance? 30 ans de finance, voilà. Joël a commencé à s'intéresser, à vouloir s'intéresser à l'univers de la production, du cinéma et des séries. Et c'est à ce moment-là donc qu'on s'est rencontrés. Exactement. Merci Sarah. Donc, je vais prendre le relais. Donc, effectivement, je fais partie du pôle qui représente l'amour et la poésie dans un projet comme celui-ci, donc la finance. Et donc, et qui donc a pour finalité, en l'occurrence, de financer, comme l'a très bien dit Sarah, c'est ce qu'on appelle le développement des œuvres audiovisuelles. Et le développement, je vais réinsister dessus parce que souvent, il y a une confusion. Quand on parle de développement, on prend le terme au sens commun, alors qu'en fait, il s'agit bien d'une terminologie technique liée à la production audiovisuelle. Le développement, nous sommes en amont, c'est-à-dire que je suis le matin dans ma salle de bain, j'ai une idée en me rasant, tiens, je vais créer Squid Game. En fait, quand je pense faire ça, pour le garçon qui a fait ça, pour l'homme qui a fait ça, il s'est écoulé 7 années avant qu'il y ait le premier clap de tournage. Ouais. C'est ça la réalité. Et puis ensuite, on a couché dans la douleur. Et quand on lui a dit, écoute, c'est tellement un succès que tu vas faire une saison 2, il a fait une dépression nerveuse. Donc, la réalité du développement, c'est que c'est quelque chose de difficile. Ce que décrivait Sarah, c'est extrêmement dense. C'est-à-dire que je suis toujours dans cette salle de bain et je vais me dire un matin, tiens, je vais produire Harry Potter. Alors déjà, ça veut dire que j'ai beaucoup de sous à la base, parce que je sens que vu le succès populaire de l'œuvre, ça représente certainement beaucoup d'argent et que l'univers va sans doute être coûteux. Ça, c'est mon point de démarrage. Je le sais dans ma salle de bain d'ores et déjà, mais c'est bien d'avoir cette idée de faire Harry Potter, mais ça va donner quoi? Donc, je vais appeler un collaborateur et puis je vais lui demander de joindre le 3e assistant de l'agent de l'auteur pour que celui-ci se rapproche d'elle et que peut-être elle consente à ce que nous soyons dans une convention pour pouvoir exploiter les droits de l'œuvre littéraire et que ça devienne peut-être quelque chose qui sera un film. Mais quand on commence à penser à Harry Potter, il va falloir créer un univers que l'on va mettre en image par rapport à quelque chose qui est littéraire. Donc, on va devoir créer des moodboards. Donc, on va solliciter des artistes qui vont créer tous ces univers. Par rapport à ces univers, il va falloir caster des décors, caster des lieux. Donc, aller caster un lieu, c'est déjà de l'argent qu'il faut dépenser. Et on va devoir caster potentiellement des comédiens en se disant, mais quel serait bien
Harry Potter, Hermione et compagnie, Voldemort et toute cette équipe. Et donc, on commence à faire ça. Ça commence à coûter déjà un petit peu de sous, toute cette plaisanterie-là. Mais on n'a pas encore écrit une ligne, on n'a pas un dialogue, on n'a pas une organisation des séquences de l'œuvre, on n'a pas de script, on n'a pas de scénario. On a une histoire dont on se dit qu'elle est bonne parce que c'est déjà un méga succès littéraire, mais est-ce qu'elle sera bonne quand elle sera mise en image et assemblée en tant que film? Ça, on ne le sait pas encore. Et donc, les chances de se casser la figure quand on a l'idée dans la salle de bain ou ailleurs d'une œuvre, elles sont de 90%. C'est-à-dire que le taux de chute entre une idée et ce qui fera un film, le taux de chute est de 90%. Wow. Donc, il y a 10% des œuvres qui vont au bout du développement. Alors ça, c'est des œuvres, là je vais vous parler d'œuvres, que ce soit Squid Game, que ce soit Harry Potter, où il y a des sous. Et où on va s'occuper de doter des moyens nécessaires les artistes remarquables qui vont travailler sur le projet. Mais en France aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez une idée de ce qu'est le niveau moyen d'un film en termes de frais de production, c'est-à-dire combien ça coûte. Alors, juste dans l'organisation, ce que je vous ai décrit, le développement, c'est tout le démarrage. Là, on a bien senti, c'est là-dessus qu'on se polarise avec la diversité du cinéma français dans notre ICO, Frères Lumière. Mais quand on parle de la production, c'est lorsqu'on a levé les sous par rapport au budget et que par rapport à cette levée de fonds, on va commencer à tourner. Donc, on est sur le set, sur le plateau, et puis il y a l'action qui a été lancée, et donc on est en train de capturer des images. Ça, c'est la phase de production. Ça, vous la voyez, c'est celle à laquelle on pense tout de suite. Tiens, je fais un film, donc je produis. Non, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, mais effectivement, je passais par la capture d'images. Mais une fois que j'ai capturé des images, j'ai capturé des outils. Je suis très loin d'avoir un film. Après, on passe dans la phase d'assemblage. On va passer dans l'étalonnage, c'est-à-dire qu'on va donner la coloration conforme aux mood boards qui ont été envisagés initialement. Et ce travail qui s'appelle la post-production, on va avoir là les musiciens qui vont rentrer en ligne de compte parce qu'au développement, on a commencé à parler avec un compositeur, mais maintenant, le compositeur, il va coller aux images qu'on assemble et on va faire coller la musique totalement, mais aussi le mixage sonore, les effets spéciaux, les VFX, les SFX ont été faits pendant le tournage, les VFX viennent s'additionner, alors ça c'est des effets numériques on va dire, qui sont aujourd'hui quand même omniprésents dans les œuvres audiovisuelles. Et donc, tout ce travail-là, il est colossal, il est aussi coûteux et aussi long que le film à proprement parler. Et c'est si on loupe l'assemblage que l'on loupe le film. Donc de toute façon, il faut faire très attention à cette phase-là qu'on ne peut pas sous-estimer. Une fois qu'on a fait tout ça, on a un très beau produit sur l'étagère. Alors là, c'est le producteur qui parle avec sa poésie en termes de produit, mais ça reste un produit. Et ce produit, il va falloir que les gens le voient. Parce que s'ils ne le voient pas, eh ben, finalement, j'ai ouvert mon petit musée personnel, mais ça ne sert à rien. Donc, ça va être distribuer ce produit, que ce produit soit mis en exploitation. Il y a différentes façons de le mettre en exploitation. Aujourd'hui, quand on pense aux séries, on pense tout de suite aux plateformes. Parce que depuis la pandémie, on pense plateforme, mais le mode d'exploitation initial et naturel pour une œuvre cinématographique, ce sont les salles de cinéma. Donc, et le cinéma, l'exploitation salle de cinéma n'est pas mort, contrairement à ce que l'on entend parfois, mais ça va muter, ça va s'adapter, ça va évoluer, il se passe différentes choses sur cet univers. Donc, on va avoir effectivement la réflexion sur la distribution. Cette distribution, elle a eu lieu en amont dès la phase de production et du financement. On a parlé avec les distributeurs, on a parlé avec les chaînes de télévision, on a fait ce qu'on appelle du préachat, on a fait ce genre de choses. On a travaillé à financer le film pour que celui-ci voit le jour. Puis après, il y a tout ce qui est la partie printed advertising, la PA, comme disent les Américains. Si vous prenez Spider-Man, vous dites que le film a coûté 300 millions, vous rejetez 300 millions pour la pub. C'est ce que ça coûte pour sortir le film. Ça coûte autant de coûts de pub que le coût de fabrication et de post-production de Spider-Man. Ça, on ne le conçoit pas du tout, mais c'est colossal. C'est colossal. Et c'est pour ça que ces films-là, qui coûtent une fortune, ils ont intérêt à vraiment être des succès au box-office, parce que sinon, et si ce n'était pas le cas, on arrêterait de voir des Marvel, que ce soit bien clair. Donc, et c'est le cas, ça touche le public. Et ça touche le public, et ça, c'est un sujet très important. Et je vais citer le père de Sarah, qui est Claude Lelouch, et qui est notre parrain, excusez du peu. Et quand on a discuté de ce sujet avec Sarah au début, parce que c'est vrai que c'était un producteur qui rencontrait un producteur, et ça, quand un producteur rencontre un producteur, il raconte des histoires de producteurs. Ça, c'est l'histoire de la marquise, vous savez. Et donc, on discute avec Claude Lelouch et on lui demande son opinion par rapport à ça. Et il a une formule qui est très intéressante. Il dit, mais est-ce que le seul vrai producteur, celui qui prend le seul vrai risque réel, ce ne serait pas le public? Parce qu'en fait, celui qui paye pour juste avoir la satisfaction d'être diverti, c'est le public. S'il n'est pas diverti, il est volé.
Donc, il n'aura pas son retour sur investissement. Mais celui qui a payé pour que tout le reste soit financé, c'est le public, hein. Donc, ça, c'est la réalité des prix. Donc, aujourd'hui, lorsque l'on regarde, et là, on va parler du film français, du film d'initiative française et de la série d'initiative française. Je vais rester sur le box-office, qu'il soit glissant, qu'il soit annuel ou 31 décembre, ce sont les mêmes statistiques qui s'opèrent. Je ne sais pas si vous savez, mais combien de films français ressortent dans le top 10 des films les plus vus? David, je ne sais pas si tu as une idée de ce que ça représente. Ce n'est pas une question piège du tout. Je vais répondre pour ne pas me donner de piège. C'est 30%. Voilà. D'accord. 30%. C'est une règle constante et en règle glissante. Là, on a regardé depuis le début de l'année. Nous, ce sont des indicateurs qu'on suit très attentivement avec Sarah. On est toujours à 30%. Et si on regarde le 30% de 2021, le premier meilleur score, c'est Kaamelott, le premier volet de Alexandre Astier. Le deuxième, c'est Bac Nord. Et le troisième, c'est Les Tuches 4. Donc, ça donne une typologie d'ailleurs assez intéressante. On a deux comédies, dont un qui est quand même un peu un fan film dans le cadre de la comédie, mais qui est une comédie un peu dramatique, enfin c'est avec Kaamelott. Et on a le drama film d'action avec Bac Nord. On constate que le public français, qui noue une affection avec les films pour aller les voir, il aime la comédie et il aime l'action. Ça, c'est une chose qui est très présente et dans les statistiques que l'on lit, que l'on suit, on constate que c'est une vérité. Et quand on s'est dit, mais tiens, comment on va pouvoir financer la partie qui n'est plus financée du développement? Le développement, quand on dit que les films font en moyenne… Alors, le film moyen français, c'est 3 millions. Hein. Et ça baisse. Et en ce qui concerne, si on prend un épisode de Viking, donc je pense que vous connaissez tous cette série, qui est une série de la chaîne de History, qui est aussi une chaîne de télévision et qui est un producteur canadien. En l'occurrence, c'est la division canadienne de History qui a fait Viking, qui a produit Viking. Un épisode de Viking, c'est 4 millions d'euros. Donc, 10 épisodes de Viking, vous voyez ce que ça représente par rapport à la production audiovisuelle française. C'est ça la réalité des prix. Et lorsque vous êtes en France, quand on regarde les films d'initiative française, les 194 films d'avant la pandémie, donc de 2019, puisque ce sont les chiffres sur lesquels on doit demeurer aujourd'hui, parce que post-pandémie, aujourd'hui, on se donne plus en nombre d'heures soutenues et en nombre d'œuvres, on s'atteindra certainement aux alentours d'une centaine d'œuvres. Donc, il y a eu un effet d'effondrement du nombre d'œuvres qui ne correspond pas à une réalité en tout cas, mais en tout cas, il est clair qu'il y aura moins de films certainement pour un petit moment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur ces 194 films, on constate que plus 77% d'augmentation des films de moins de 1 million doit être constaté dans ce taux de 194 films. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les films qui font moins de 1 million sont ultra en percée considérable. Et quand ils font moins de 1 million, ils ne bénéficient d'aucun préachat. Pour la plupart, ils n'ont aucun préachat par une chaîne de télévision, par exemple. Ce qui veut dire que, au mieux, les frais de développement accordés au développement aujourd'hui sont de l'ordre de 5%. Au mieux. Ce n'est pas la tendance. La tendance, elle est plus basse que ça. Elle est plutôt aux alentours de 3, voire inférieure. Mais sur les films, en ce qui concerne les films de 1 million, les frais affectés de la production au développement, c'est 0. C'est-à-dire que les gens vont travailler gratuitement. Et quand on fait travailler les gens gratuitement sur des durées longues, ce que disait Sarah, moi, je me mets à la place des artistes qui travaillent sur cette phase-là, ou des techniciens d'ailleurs, il y a des techniciens aussi. Moi, j'ai des gosses à nourrir, un loyer à payer, c'est la partie où je suis payé que je mets en priorité, et puis si j'ai du temps libre, je travaillerai sur le reste. Et après qu'on ne vienne pas dire oui, mais c'est écrit un peu bizarrement, c'est pas terrible, c'est pas allé au bout, on est déçu sur les moyens qui ont été mis à disposition. Oui, mais parce qu'il n'y a pas d'argent dedans. Et qu'on ne peut pas demander perpétuellement aux gens de travailler gratuitement, parce que finalement, après, on peut récolter que ce que l'on a semé. Et donc, c'est fort de ce constat qu'on s'est dit, il faut suppléer ce manque. Et donc, il faut repayer les gens dans cette phase, parce que si on retrouve les moyens de les payer, comme par hasard, on pourra peut-être trouver un financement plus important pour la production, parce que l'œuvre méritera peut-être un peu plus qu'1 million, ce sera peut-être 3, 4, 5, 7 millions, peut-être 15 millions, on n'en sait rien. Si c'est une série, en tout cas, ce sera beaucoup de sous. Et que donc, faisons des développements de qualité, et comme par hasard, on trouvera des producteurs qui seront intéressés à acheter ces développements de qualité,
et pour le coup, investir davantage d'argent dans le projet et certainement qu'on aura plus de facilité au financement parce que la prévente sera facilitée, parce qu'on se dit que les gens risquent d'aimer cette œuvre-là. Parce que le public, en définitive, a thème équivalent si on lui propose une histoire bien écrite, bien jouée, bien réalisée, bien mise en scène, eh bien, à 2 films, je crois que le public il ira plutôt voir celui qui est bien écrit que celui qui est mal écrit. Et que le public, il n'est pas stupide. Le public, aujourd'hui, il sait ce qu'il aime, mais c'est parce qu'il est naturellement et intuitivement attiré par ce qui est de la qualité. Et qu'en réinjectant de l'argent, on peut remettre la qualité au cœur du dispositif et avec un effet de quantité, parce qu'effectivement, avec 8 millions, si on lève 8 millions dans cet ICO, alors on a topé à 8 millions parce que matériellement, ça veut dire qu'on va travailler sur une quantité d'œuvres, si on a 8 millions, qui fait qu'on peut soutenir jusqu'à une 50aine d'œuvres. Ce qui veut dire quasiment un tiers de la production annuelle française, ce qui est colossal. Plus, ça n'est pas possible. Ça n'est physiquement et matériellement pas possible. Les équipes de Sarah sont peut-être performantes, mais il y a quand même un seuil humain vers lequel on ne va pas plus loin. Donc, on sait qu'on a un seuil maximum de levée. En revanche, on sait que déjà à 2 millions, notre SOFCAP, on est sur 15 œuvres. Et que 15 œuvres, c'est déjà beaucoup, beaucoup d'œuvres par rapport à l'univers français. Donc, fort de toute cette somme de constats, on s'est dit comment est-ce que l'on peut financer de manière intelligente les œuvres pour la phase du développement qui n'est plus financée, d'une part, et puis d'autre part, comment est-ce que l'on peut répondre à ce besoin du public qui veut être associé au sujet. Et fort de cette… Là, on en était là, cette conclusion entre Sarah et moi, et on se posait bien comment on va faire, parce qu'on est allé voir les modes de financement privé classiques, l'asset management, 30 ans dans la finance. Autant vous dire, je suis allé voir tous mes potes dans la finance et qui m'ont tous dit, mais tu sais, le cinéma, ça ne nous intéresse pas du tout de le financer, à part perdre de l'argent, ça ne nous sert à rien, donc on ne va pas le financer. Et alors, il y a des financements classiques sur des entreprises qui ont déjà des fonds, mais qui font rémunérer leurs fonds propres par les sociétés d'asset management. Mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas de la levée de fonds. Et quant aux Sofica, s'il y a une question sur les Sofica, vous verrez que les Sofica, ça représente 73 millions au global pour une année. Donc, ce n'est pas avec 73 millions qu'on va financer l'intégralité des films et encore moins le développement. Donc, il fallait trouver autre chose. Et comme on dit, on n'avance pas en regardant dans le rétroviseur. Donc, il faut avancer en regardant devant soi. Et donc, c'était le 8 juillet de l'année dernière. Je rencontre un garçon qui s'appelle Sébastien Puccio, qui travaille chez Exaion. Et autour d'un verre, voilà, ça se passe autour d'un verre. Et donc, je lui explique ma problématique et il me dit, mais est-ce que tu as pensé au token? En vérité, pas du tout. Mais pas du tout. Et je lui dis, écoute, il faut qu'on en parle. Et on s'est revus ensuite très, très rapidement parce que ça cogite. Et je dis, oui, mais je ne perçois pas tout de suite tout ce que ça peut apporter, mais parlons-en. Et donc, du coup, on se rencontre, on devait déjeuner pendant 1h15, on est resté 3h30 à table avec les autres représentants d'Exaion. Et puis, on a vraiment entamé ces discussions en profondeur et on s'est dit, mais c'est la blockchain qui nous intéresse. Parce que la blockchain, elle va nous permettre quoi? Il faut qu'on sélectionne au sein de la blockchain les crypto-actifs qui vont nous mettre dans la situation de pouvoir solliciter l'avis du public. Parce que ce que l'on veut, nous, c'est savoir ce que les gens aiment, ce que les gens ont envie de voir. Parce que si on commence par leur demander ce qu'ils ont envie de voir et qu'en plus, on finance grâce à ce qu'ils ont bien voulu contribuer à mettre, les gens qui vont le faire bien, eh bien, l'association des deux fait qu'il y a plus de chances qu'au final, le public, il aille effectivement se déplacer en salle de cinéma ou qu'il paye sur sa plateforme préférée pour voir les œuvres que nous aurons produites, ou en tout cas produites dans la phase de développement. Et donc, on s'est dit, la blockchain, c'est nécessairement ça la formule aujourd'hui. Et d'abord, c'est quand même regarder vers le futur plutôt que vers le passé, d'une part, et puis d'autre part, c'est l'outil mis à notre disposition qui répond instantanément à notre problématique et qui a des vertus de sanctuarisation, de sécurisation. Et moi qui suis à la base un ancien notaire, parce que dans les différentes vies que j'ai pu avoir, j'ai été notaire, j'ai commencé notaire, c'est ce qui donne la date certaine à l'acte. Parce que la blockchain donne date certaine aux actes, au même titre qu'un officier public. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est absolument incroyable. Et quand on commence, on vous a décrit tout à l'heure ce que c'était le développement, on voit que c'était aussi une somme de conventions avant d'avoir des artistes qui jouent et des réalisateurs qui animent ces comédiens pour les mettre en beauté par rapport à la diction des textes. Et donc, en l'occurrence, toute cette contractualisation, il est assez aisé de la compiler au travers d'un seul outil, qui est un cryptoactif. Et ce cryptoactif, on va le sanctuariser dans la blockchain, et ce qui permettra ensuite à tous ceux qui sont les intervenants de l'œuvre, notamment ceux de la post-production, de pointer
vers ce produit cryptoactif et à partir de là, être en mesure de faire leur travail. Et donc, ce cryptoactif, c'est un NFT. Parce que quand je soutiens une œuvre, l'œuvre A ne peut pas être l'œuvre B, par essence. Le thème n'est pas le même, les artistes ne sont pas les mêmes, les réalisateurs ne sont pas les mêmes, les techniciens ne sont pas les mêmes, le scénario n'est pas le même, l'écriture n'est pas la même, puisque ça n'est pas du tout la même chose, ça n'est pas fongible l'un par rapport à l'autre. Donc, c'est bien non fongible. Étant non fongible, ça ne peut être qu'un NFT. Ça, c'était le point de démarrage. Et on s'est dit, mais comment on va faire ces NFT? Parce qu'il y a le modèle américain. On était avec Sarah à Cannes la semaine dernière et on discutait avec Neil Schulz, qui est le producteur de Scorsese et qui finance Scorsese au travers d'une division sous forme de NFT du projet de film Futur de Martin Scorsese. Et ce modèle américain ne semblait pas adapté à notre besoin qui est de vraiment faire participer la communauté. Parce que Martin Scorsese, on peut soutenir Martin Scorsese, je veux dire, et Dean Schulz, il n'y a pas de débat. Mais je mets tout sur Scorsese. Et donc, en termes d'investisseurs, mon risque n'est pas dilué, il est complètement maximisé autour d'un seul produit, le film que Scorsese sortira d'une part, mais d'autre part, je n'ai pas d'ouverture, c'est-à-dire que je mets tout sur une seule couleur ou sur un seul numéro si je jouais à la roulette. Et donc, c'est un petit peu insuffisant en définitive. Donc, nous, ce qu'on s'est dit, mais faisons une plateforme qui va accueillir tout type de producteurs, tout type d'artistes, toute personne qui a envie de déposer une œuvre en définitive et qui a besoin d'être aidée dans le financement du développement de cette œuvre. Et donc, ne soyons exclusifs de personne. Notre proposition, elle sera de travailler de manière équivalente pour tout le monde et de soutenir le développement jusqu'au bout. Et je laisserai Sarah expliquer comment on sélectionne les œuvres et le rôle de Julie Gaillet à la tête du comité et comment ça fonctionne. Mais on s'est dit, mais ça, c'est la première partie. Et pour pouvoir arriver à avoir les sous qui vont permettre de créer ces NFT qui seront ensuite vendus aux producteurs de l'audiovisuel, eh bien, il faut que nous ayons quelque chose qui soit fongible par essence, et donc un cryptoactif le permet de l'être. Parce que comme on est exclusif d'aucune œuvre, d'aucun producteur, il faut que cet argent il puisse pointer vers la bonne œuvre, quel que soit le déposant en définitive, pourvu qu'elle ait été sélectionnée par le comité de sélection. Et donc, il nous fallait quelque chose de fongible. Une crypto-monnaie est fongible par essence. C'est comme ça que le Clapcoin est né. Et ce Clapcoin a une vertu. Il y a deux niveaux de lecture au sein du Clapcoin quand je suis détenteur de Clapcoin. Il y a le fait que, en tant qu'investisseur, dès 1 euro, on peut avoir un Clapcoin. Donc, avec 1 euro dans le Clapcoin, 1 euro, j'ai une voix, un droit de vote, au même titre que quelqu'un qui mettrait 100 000 euros sur tout ce qui va être les sujets que la communauté pourra avoir à traiter et elle sera sollicitée pour y répondre à propos du contenu artistique. Sur la tokenomics, en revanche, celui qui met le plus d'argent, bien sûr, il pèse plus lourd dans la tokenomics par rapport aux choix liés à la tokenomics et aux délibérations de la communauté par rapport à la tokenomics. Ça, c'est quelque chose qui est légitime. Ce qui met le plus par rapport à ses recettes futures et à sa recherche de revenus, il a le droit à plus. Mais l'étudiant, et on a eu quand même un paquet d'étudiants qui ont souscrit, qui mettent 10 balles, ce n'est pas pour être riche qu'ils mettent 10 balles. C'est parce qu'ils font leur part dans le processus et qu'ils veulent participer, avoir demain des œuvres et qu'ils veulent peser sur le choix des œuvres. Et donc, c'est pour ça que, quel que soit le montant en fait, des investisseurs, ce droit de vote, ils le détiennent et ils pourront se prononcer sur le travail du comité de sélection de la diversité du cinéma français. Et donc, ils vont peser. Par exemple, on va leur poser une première question. Et puis, je vais me taire parce que j'arrive à la demi et que c'est mon temps qui est écoulé. Je vais te poser la question, tu es film ou tu es série? Si la communauté répond, et là je dis n'importe quoi, 90%, je suis série. Cette réponse, elle n'est pas qu'une réponse, oui, je suis série. Elle est, je regarde les plateformes par priorité aux autres modes de distribution. Je préfère les formats courts de 52 minutes qui se dupliquent sur 10, 12 épisodes. J'adore la multiplication des saisons et je veux les voir s'enchaîner le plus vite possible. Je regarde en continu sur 2-3 jours quelque chose qui me passionne. Je veux que ce soit tourné à l'américaine et qu'il y ait les couleurs que j'attends. C'est ça que ça veut dire. Donc, si les œuvres que l'on reçoit sont très éloignées, eh bien, on sera dans une situation où on aura un décalage entre les attentes du public, et ça sera annoncé dès le démarrage, et finalement, ce sur quoi nous serons amenés à travailler et les œuvres que nous serons amenés à développer. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui,
créer une forme de décentralisation, une DAO, qui permet de solliciter les membres de notre communauté. C'est pour nous le meilleur gage et pour les distributeurs futurs et les producteurs futurs, demain, d'être en mesure d'avoir les œuvres qui leur apporteront de l'argent et qu'ils ont intérêt de produire. Donc, c'est l'admis. Donc là, je passe le relais. Tu passes le relais. Je pensais que tu parlais à Sébastien, peut-être. Alors, Sébastien, oui, parce qu'il y a la dimension technologique. Et donc, je vais peut-être laisser Sébastien intervenir. Sinon, on enchaîne avec des questions, comme vous voulez. Ou des questions. Non, mais oui. Non, mais après, là on est surtout pour parler de la diversité du cinéma français. Nous, côté Exaïan, on les a surtout accompagnés sur toute la partie technique, effectivement, sur le développement, mais je pense qu'on y viendra un peu plus tard au travers des questions. Donc voilà. Ok. Alors, j'avais une... Je vois que pas trop de questions dans le public, donc j'ai des questions préparées, mais petite question par rapport à tout ce que vous avez expliqué, notamment sur les règles mises en place pour assurer cette diversité sur les 50 projets donc, qui vont être financés dans le cadre de cette première levée, je crois. Alors, tu as parlé, on se tutoie, oui, bien sûr. Des Frères Lumière. Et donc ça, c'est une première pellicule, un premier projet, une première levée. Comment tu caractérises ça et comment vous avez assuré une certaine diversité dans les projets sélectionnés? On a compris qu'il y avait une DAO donc, qui permettait de décentraliser avec des votes. Donc on parlait du Clapcoin. Et également une notion que j'ai pu découvrir qui est le luxe. Oui. Enfin, est-ce que vous... Ouais, il y a plusieurs questions dans mes questions là. Il y a plein de questions. On va commencer sur l'aspect sélection et diversité avec Sarah, peut-être. Voilà. Plus sur la partie sélection, tout à l'heure, je vous disais que n'importe qui pouvait déposer un projet et que nous aurons la possibilité de l'étudier et de le soumettre à un comité dans l'espoir qu'il sera aidé au niveau du développement. Et donc, qui peut déposer un projet? Tout le monde, absolument tout le monde. Donc, vous avez une idée, vous savez même pas écrire, mais vous avez l'idée, il ne faut pas hésiter à nous solliciter puisque nous, derrière, on est backupé et on a toutes les équipes qui feront qu'on saura en tout cas accompagner l'idée et la développer. Ça peut être un auteur, un réalisateur, là pour le coup confirmé ou non, qui se revendique en tout cas en tant que tel, qui a un projet à nous proposer. Donc, évidemment, il peut nous soumettre son projet. Il y a ensuite le producteur. Les producteurs aussi, et ils ont d'ailleurs tout intérêt, et on en a déjà de nombreux qui nous sollicitent, nous déposer aussi un projet. Ça leur permettra en tout cas de financer leur développement, de ne pas prendre de risques en somme. Donc, voilà, une fois que les projets sont déposés, nous avons au sein de la diversité du cinéma un comité de présélection, voilà, qui va faire un premier tri de tous ces projets, parce que vous imaginez bien qu'on va en recevoir et on en reçoit déjà énormément. Donc, évidemment, il faut que le projet soit éligible. Pour être éligible, il faut des pièces incontournables, telles que le synopsis, le mood board, le casting, la note d'intention. Enfin, si ça vous intéresse plus, vous avez de toute façon toutes les pièces et tout le règlement qui est disponible sur notre site internet. Bon, en tout cas, bref, si le projet est éligible, nous continuons à l'étudier. S'il ne l'est pas, eh bien voilà, déjà c'est un premier tri, mais c'est un énorme tri parce que l'éligibilité en fait est très compliquée à obtenir, contrairement à ce qu'on peut penser. Une fois que les projets sont éligibles, là on va les étudier, tenant compte effectivement de ce mot qui nous tient à cœur, qui est la diversité. On va non pas les juger, mais en tout cas, oui, juger en tout cas leur potentiel. À partir du moment où on pense qu'il y a vraiment une bonne idée, le projet va continuer sa route au sein de la diversité du cinéma français et les autres s'en iront, mais il faut savoir qu'à ce stade-là, il reste très peu de projets. Pour vous donner un ordre d'idée, nous avons depuis quelques mois reçu une centaine de projets. De ces 100 projets, il nous en reste que 2
Et ce sont 2 qui pourront éventuellement être soumis au comité dont je vais vous parler dans quelques instants. Donc, c'est quand même pas si évident que ça, mais c'est ouvert à tout le monde. Et c'est ça qui est chouette. Donc, une fois qu'on a déterminé des projets qui nous plaisent, on va automatiquement rencontrer les porteurs de projets qui se cachent derrière ce projet. On a envie de les rencontrer, on a envie de discuter avec eux, on a envie de comprendre leur univers, comprendre leurs ambitions, où est-ce qu'ils veulent aller, s'ils sont prêts à dédier 1 ou 2 ans de leur vie à ce projet-là. Bref, c'est indispensable de les rencontrer. Une fois que cette rencontre est faite et que vous continuez à nous plaire et que vous restez dans l'aventure de la DCF, et c'est à ce moment-là que nous allons prendre votre projet et le confronter à un comité de sélection qui est très important, qui joue un rôle essentiel dans cette sélection. D'abord parce qu'il est constitué de 10 personnalités, exclusivement des professionnels du cinéma, avec une diversité des métiers pour le coup. Donc, je peux vous citer, par exemple, pour que vous ayez plus un ordre d'idée de qui est cette diversité. Il est présidé d'abord par Julie Gaillet. Je ne vous la présente pas. Ensuite, nous avons Elsa Zimberstein, Kev Adams. Nous avons Jean-David Blanc qui devait être avec nous ce soir. Peut-être va-t-il arriver ou pas. Donc, Fred Musa, qui est animateur, producteur. Nous avons Patrick Braoudet, qui est réalisateur. Kev Adams, je ne sais pas si je l'ai cité déjà. Kev, voilà, Kev Adams, Marie-Pierre Huster, qui est scénariste. Valérie Perrin, qui est auteur à succès. Alexandra Chamis, qui est un agent d'acteur, en tout cas un agent de talent. Donc, vous voyez bien que quand je vous cite en fait la liste de ce comité, les métiers sont différents et incarnent la diversité aussi. Oui, on est d'accord. Mais dans cette diversité, ils ont tous un point commun auquel je tiens énormément, c'est qu'ils ont le sens populaire, ils ont le sens du public, ils ont le sens du grand public, tous. Tous ont participé à des grands succès. Il n'y en a pas un qui n'a pas un succès populaire, et ça serait le minimum syndical à leur CV. Et c'est leur sensibilité aussi à eux, et ils défendent, comme on a envie de le faire, ce cinéma-là, qui est pour moi le cinéma le plus noble qu'il soit, puisqu'il s'adresse à un maximum de gens, et comme tout à l'heure Joël le disait, ou plutôt mon père le disait, mais c'est le spectateur le premier producteur. Donc, il faut penser au spectateur et j'ai le sentiment que ces derniers temps, on y pense un peu moins. Bon, ça, c'est une parenthèse. Bref, le projet donc, va être soumis à ce comité et ce comité, avec son expérience, ses convictions, l'air du temps, parce qu'il saura capter l'air du temps, décidera que tel ou tel ou tel projet mérite d'être aidé en développement, mérite d'être développé. Et c'est à ce moment-là que le projet va rentrer en développement pour devenir un film. Voilà. Donc ça, c'est le système de sélection. Je crois que j'ai rien oublié. Après, je peux aussi vous parler de qu'est-ce qui se passe et comment ça se passe après, le suivi de l'écriture, etc. Mais je clôt le chapitre sélection. Voilà. Ok. Et une question qui était du public, notamment de Laura, sur... c'est vrai qu'on parle du clapcoin, donc d'aspect un petit peu gagner de l'argent. Comment le clapcoin permet de gagner de l'argent, tout simplement? Alors, le clapcoin va faire gagner de l'argent. Alors, la promesse de rentabilité, on est sur un stablecoin en ce qui concerne le clapcoin. On parlera du luxe ensuite. Et donc, le propos, c'est nous allons vendre les œuvres sous forme de NFT, une fois qu'elles sont développées, aux sociétés de production intéressées. Cette vente va amener à un transfert intégral des droits aux producteurs acquéreurs du NFT. Nous allons vendre avec une marge. Cette marge nette de tous les frais de fonctionnement d'une entreprise, en commençant par l'impôt sur les sociétés et la TVA, sera redistribuée à hauteur de 90% aux investisseurs en clapcoin. Dans le business plan tel que nous pouvons projeter aujourd'hui la valeur à la revente de nos NFT, nous sommes sur un rendement annuel de 5%.
sur une duration recommandée de 5 ans. Donc, quelqu'un qui mettrait 100 000 euros pour prendre des bases 100, parce que c'est facile à calculer, eh bien, il gagnerait 25 000 euros sur une période de 5 ans. Donc, c'est très en dessous de ce que des monnaies très volatiles, cryptoactifs très volatiles ont comme perspective de promesse de gain. Mais il y a 2 raisons à ça. La première, c'est que nous souhaitons impérativement être sur une stabilité de cette monnaie, de cette crypto-monnaie, parce que ce socle-là nous permet de savoir exactement combien d'argent on va pouvoir distribuer pour le développement des œuvres. Il faut savoir que les coûts de fonctionnement d'un cryptoactif estimés pour nous sont à 13,9% de la masse intégrale qui a été levée. Par comparaison, ceux d'une Sofica sont de 37%. C'est-à-dire qu'on coûte donc 3 fois moins cher grâce à la blockchain que par un mode de financement classique de l'audiovisuel. Et ça, c'est déjà un des atouts colossaux de ce métier. Et quand nous, effectivement, on fait une promesse, une promesse, alors ce sont des promesses qui sont des promesses financières, donc qui sont liées à la réalité des ventes ensuite. Mais en tout cas, c'est la piste sur laquelle nous nous engageons, en tout cas fermement, et que nous souhaitons vraiment tenir vis-à-vis des personnes qui nous font confiance, parce qu'il nous semble clair que la réalité des prix fait qu'on ne peut pas vendre un développement. Si on a un développement à 150 000, 160 000 euros, c'est quand même déjà un budget. Vous avez vu la réalité des prix des films français aujourd'hui. On ne va pas le vendre 600 000 euros. Ce n'est pas vrai. Si on le vend 50% plus cher, c'est déjà une très belle opération. Et donc, ça, c'est la réalité des prix. Et ça nous permet de dégager du 5%. Donc, ça, c'est la réalité donc, sur le CLAP. En ce qui concerne le jeton de gouvernance, il y a 100 000 jetons de gouvernance qui s'appellent des luxe, qui sont émis et qui permettent d'accéder à tout ce qui sont réclamer les récompenses et donc qui sont toutes les récompenses qui sont prévues pour les investisseurs. Et là, il y a une différence entre les récompenses en fonction du montant de l'investissement. Ce qu'on appelle les fauteuils chez nous. On commence par un strapontin, j'ai mis un euro, j'ai un strapontin. Et après, plus je m'élève, plus je monte dans des fauteuils de plus en plus prestigieux en définitive. Donc, plus j'investis, plus j'ai droit à beaucoup de choses. Et l'intérêt effectivement de ça, c'est de se dire, grâce au luxe que je détiens, et je ne peux avoir des luxes que si j'ai des Clapcoins, l'un est lié à l'autre en définitive, eh bien, je vais avoir des avantages supplémentaires. Dès mon strapotin, j'ai un premier avantage, je vais participer à des loteries et par exemple, je serai invité à des avant-premières. Alors, les avant-premières, de préférence, d'œuvres qui sont développées par la diversité du cinéma français. Donc, il y a une espèce de logique, mais au démarrage, peut-être que les premières récompenses seront attribuées, quand bien même ce serait encore des films en partenariat avec la DCF, parce que le temps de tourner les films, de les post-produire et les diffuser, il va s'écouler quand même pas mal de temps. Donc, on trouvera des moyens pour déjà récompenser tout de suite les premiers investisseurs. Mais ça va aller beaucoup plus loin, les niveaux de récompense. On va avoir, vous avez une illustration, on peut avoir un nom à un générique de film. On a une illustration, c'est à 25 000 euros qu'on a accès à ce genre d'avantage. On a un monsieur qui est intéressé, lui, à gagner 5% sur ces 25 000 euros annuels parce qu'au coût de l'inflation actuelle et par rapport à ce que son fonds euro lui rapporte aujourd'hui, il perd de l'argent. Donc, 5% de promesse, ça lui va par rapport à un risque mutualisé par le fait qu'il y a un catalogue d'œuvres. Et donc, lui, ce n'est pas son nom à lui qu'il veut avoir au générique, c'est le nom de son petit-fils qui vient de naître. Parce que l'envie qu'il a, c'est quand son petit-fils aura 18 ans, il lui montrera le générique du film, il dit « ça, c'est moi je te l'ai offert quand tu viens de naître ». Et c'est ce côté assez incroyablement amusant que l'on peut avoir grâce à l'œuvre audiovisuelle qui fait quand même rêver et qui amène à partager des choses autrement. Il y a dans les récompenses le fait de pouvoir passer une journée en coulisses, c'est-à-dire se balader partout sur le set. Et si on n'a jamais vu un plateau de tournage, c'est quelque chose. Ouais. Donc, on voit comment ça se passe. On voit entre les coups de gueule et puis les moments où c'est harmonieux, les moments de bourre, et puis quand et les producteurs qui s'énervent quand on voit que le réalisateur ne tourne pas assez vite et que donc ça va coûter trop cher par rapport au décor. Donc, tout ça, c'est quand même assez intéressant à voir vivre de l'intérieur et c'est quand même des expériences que j'engage plein de gens à essayer de vivre. Ça, c'est le genre de choses que l'on peut permettre, comme être figurant éventuellement. Pourquoi pas être figurant dans un film? Donc, toute cette somme d'avantages, eh bien, ça va dépendre du montant de l'investissement et c'est le luxe qui va permettre de récupérer ces récompenses. Et puis, le luxe étant un actif numérique comme un autre, eh bien, celui-ci peut effectivement s'échanger sur des plateformes. Donc, on verra par rapport au sexe, au DEX, etc., où il se retrouvera par rapport au listing et comment ça va se passer. Mais en l'occurrence, vu qu'il y a que 100 000 luxe par pellicule et que les pellicules peuvent monter à 80 millions de claps, on voit très vite, là, sous l'angle de la volatilité par la spéculation qu'on peut faire sur les luxes, l'intérêt de jouer dessus si on a envie de trader un peu. Donc, on a accepté le trading, mais dans une certaine mesure seulement. Ça veut dire qu'on aurait des gens qui, en clap,
ont eu le droit des luxe, les ont mis sur le marché pour essayer de gagner de l'argent par rapport à ce jeton de gouvernance, mais en contrepartie, s'ils veulent récupérer leurs récompenses, il faudra qu'ils les rachètent au moment de la sortie du Clapcoin pour pouvoir claimer les rewards. Et donc, à ce moment-là, le prix du luxe risque de devenir singulièrement plus cher que ce qu'ils ont reçu gratuitement lorsqu'ils ont versé leur clap. Ok. Voilà. Donc, Ça n'incite pas effectivement à la spéculation. Ouais, tout à fait. Non, c'est intéressant. Il y a plusieurs mécaniques, effectivement, comme disait Joël. Il y a à la fois du rendement pur sur le montant investi dans la pellicule avec les Clapcoins, qui est une chose. Et après, il y a aussi effectivement la volatilité du luxe qui potentiellement peut rapporter. Comme disait Joël, il y a une supply limitée. Et il y aura surtout en plus il y a des mécanismes de burn, parce que justement pour claimer les rewards, il faut aussi burn une partie des luxe. Même pour créer des nouvelles pellicules, plus tard, il faudra aussi burn du luxe. Et donc mécaniquement, il va y avoir aussi un peu moins de luxe au fur et à mesure, et donc le prix du luxe peut augmenter aussi dans un sens. Donc en fait, il y a plusieurs mécaniques qui permettent de gagner de l'argent, on va dire, et d'avoir un certain rendement sur tout ça. Alors justement, là, on parle un petit peu, on mélange. Une des questions, c'était comment on passe du Web 2 au Web 3. Alors, je tiens déjà à vous féliciter parce que en termes d'ergonomie du X, du Y, le site est remarquable. C'est d'une simplicité. Je vous invite vraiment à faire un tour sur le site. Donc, c'est clapcoin.com.fr. .com.fr, tout marche, tout point de Clapcoin avec un K, voilà, c'est la seule chose à avoir en tête. Ça marche, ouais. Et vraiment d'une fluidité, donc vraiment intéressant. Et donc, comment on fait pour passer du Web 2 au Web 3, sachant que c'est quand même, comme vous dites, il y a des gymnastiques et des mécaniques à acquérir. Donc, OK, on se fait accompagner par des bons acteurs. Point de départ. Vaste question. Voilà. C'est point de départ. Mais après, alors, tout n'est pas Web 3 aussi. Aujourd'hui, on n'est pas encore au moment où tout tournera dans le Web 3, donc totalement décentralisé. Le Web 3, la promesse du Web 3, c'est ça, c'est de faire vraiment un Internet totalement décentralisé, où il n'y a plus de bases de données centralisées, où il n'y a pas d'organes de contrôle, de choses comme ça. On n'en est pas encore là aujourd'hui. Le site Internet, il y a quand même une partie qui est Web 2. Notamment tout ce qui est la partie de l'ICO, tout ce qui est notamment les KYC, les choses comme ça. On est obligé d'avoir une base de données aujourd'hui, un back-office qui est du Web 2 en fait en réalité. D'ailleurs, tout est hébergé chez nous, à Exion, dans nos data centers, donc en France, mais ça reste du Web 2. Donc, il y a toute la partie, aujourd'hui, quand on se connecte sur Google, de toute façon, on est encore sur des pages qui sont du HTTP, qui sont encore du Web 2, on va dire. Maintenant, comment on rentre dans le Web 3, c'est comment on commence à mettre en place des process, des mécaniques qui sont propres au Web 3. Pour ça, c'est de l'automatisation, donc tout ce qui est des contrats, les choses comme ça. Donc, toute la mécanique derrière de la plateforme est plutôt Web 3. Aussi, au-delà d'aujourd'hui, donc les gens, quand ils s'inscrivent sur la plateforme, ils doivent s'inscrire pour l'ICO, parce qu'ils doivent faire un KYC, etc. Mais à terme, des gens qui auront simplement des luxe ou des Clapcoins dans leur portefeuille électronique n'auront pas à s'inscrire sur la plateforme. Il suffira qu'ils se connectent leur wallet et ça reconnaîtra les Clapcoins, les luxe, etc. Et ils pourront ensuite les stacker, les investir s'il faut dans une pellicule, etc. Et donc, en fait, le Web3, c'est ça aussi. C'est que demain, mes identifiants, mes mots de passe, il n'y en aura plus. Ce sera en fait mon wallet électronique que je brancherai directement dans n'importe quel DApp, donc Decentralized Application, et comme ça, je rentrerai dans ça. Donc aujourd'hui, on n'en est pas encore totalement dans le Web3 parce que même, faudrait encore aller très loin dans tout ce qui est de la base de données. Il commence à y avoir des bases de données décentralisées, les IPFS qui fonctionnent assez bien, mais il faut encore construire pas mal dessus. Donc, il faut se poser les bonnes questions en fait. C'est quelle brique on peut passer en Web3 avant, et donc plutôt de faire cette transition du Web 2 au 3 et de rajouter des briques au fur et à mesure dans le Web 3. Et bien sûr, oui, il faut être accompagné quand même par des techs, on va dire, parce que voilà, ça devient compliqué quand même, notamment les smart contracts, les choses qu'il faut faire tourner derrière. Et le but là du Clapcoin, c'est d'avoir aussi un launchpad où n'importe qui peut lancer sa pellicule. Et donc derrière, en fait, il y a toute la mécanique qui a été créée. Et tout ça, c'est décentralisé. Les smart contracts sont hébergés sur la blockchain pour le coup. Donc c'est aussi donner les outils aux gens pour eux-mêmes travailler derrière. Est-ce que Sébastien, tu peux nous dire quelques mots sur Exion peut-être Bien sûr. Ouais, alors nous, on est une filiale d'EDF, donc on a un peu le fer de lance Web3 d'EDF. À la base, c'est de l'entrepreneuriat, hein, donc les deux fondateurs viennent d'EDF. Et nous, on est vraiment un fournisseur, on se dit, fournisseur éco-responsable de solutions et d'infrastructures Web3.
Et donc, le Web3, on couvre évidemment la blockchain, mais aussi tout ce qui est le cloud computing, donc dans la puissance de travail, la puissance de calcul dématérialisée. Et aussi, on travaille sur les data centers, et notamment sur tout ce qui est des data centers décentralisés. Donc, on commence à faire des data centers dans des containers qu'on emmène au plus proche des clients, etc. Et on crée des micro-centres de données plutôt que de travailler sur des gros centres de données à la Google, à la Amazon. On privilégie, nous, plutôt des plus petits centres de données qu'on va rapprocher au fur et à mesure justement des clients pour aussi réduire les latences, les coûts qui sont induits par les énormes centres de données, etc. Donc voilà, et notre rôle, du coup, c'est d'accompagner, donc d'être le partenaire vraiment technique de la DCF sur l'ensemble, vraiment, c'est les accompagner de A à Z sur tout le projet. Donc, sur les choix voilà, techniques. on est ravis de faire ça. Sur les choix techniques, de la blockchain, parce que mais aussi économiques. Je la question naturelle sur la ça. blockchain et donc l'accompagnement sur le choix de la blockchain, c'est pas nous qui avons décidé entre Bitcoin, Ethereum ou Tezos. On a choisi Tezos, mais c'est bien Exaion qui nous a accompagnés dans la sélection du choix et qui était aussi un vrai débat technologique pour eux, puisque il faut que leur système, leur smart contract soit compatible avec la blockchain Tezos. Et donc, c'est eux qui nous ont fait rencontrer les gens de Nomadic Lab. Tu veux peut-être te parler un peu de Nomadic Lab et de… Bien sûr, oui, bien sûr. Ouais, effectivement, on a privilégié aujourd'hui. Alors, nous, chez Exaion, on est totalement agnostique des protocoles à la base. On n'est pas du tout financé par un seul protocole. Nous, vraiment, le but, c'est de conseiller le protocole qui va correspondre le mieux aussi aux besoins et aux attentes du client. Voilà. Et là, en l'occurrence, c'est beaucoup de questions aussi de se dire, OK, comment on se projette sur ça? Il faut que ce soit une blockchain qui soit performante, qui soit un layer one, comme on dit, donc là, vraiment, où on peut construire dessus, qui a déjà fait ses preuves, qui a des smart contracts qui fonctionnent, où on peut travailler dessus, on peut coder dessus, et il y a plein de variables en fait. Et donc, en fonction de ces variables-là, aussi du débit dont on a besoin, de la scalabilité dont on a besoin sur la tech, c'est de savoir aussi qu'est-ce qu'on va choisir. Et donc, Tezos, c'est assez naturellement en fait présenté à nous, parce que, c'est du proof of stake, évidemment, et nous, on privilégie quand même beaucoup aussi les protocoles qui sont de la preuve d'enjeu et pas de la preuve de travail, parce que, évidemment, le but aussi, on a cette approche un peu éco-responsable. Donc voilà, donc vous savez que Tezos aujourd'hui commence à être bien connu, a une vraie documentation. On peut travailler sur ces smart contracts, un langage qui est compréhensible, sur lesquels on peut travailler, et vraiment aussi de cette approche éco-responsable. Il faut savoir que Tezos, c'est une des blockchains, alors c'est pas celle qui consomme le moins non plus, mais c'est une des blockchains qui consomme le moins. Je crois que l'année dernière, c'était l'équivalent de 17 foyers sur un an. Donc, ce qui est vraiment pas… Voilà, et donc c'est vraiment pas grand-chose. Et donc voilà, donc nous, c'était vraiment notre but. Derrière, il faut savoir Nomadic Labs, du coup, qui est un centre de développement et de recherche sur Tezos, qui est un des plus grands au monde et français. Et donc forcément, basé à Paris en plus. Et donc forcément, on les connaît, on a déjà échangé beaucoup avec eux, on a déjà travaillé un peu sur Tezos. Et donc, il y a aussi un peu cette proximité qui rend les choses un peu plus faciles. Typiquement, on est capable de discuter très facilement avec Nomadic Labs, que ce soit sur les smart contracts. Nous, c'est nous qui avons développé tous les smart contracts, mais derrière, on les a quand même fait auditer un minimum par Nomadic Labs, notamment aussi sur des questions qu'on avait pour les faire évoluer. Donc voilà, donc c'est aussi cette proximité qui fait vraiment qu'on a choisi Tezos. Donc il y a vraiment beaucoup de valeurs qu'on partage et cette proximité. La proximité, c'est un élément fort. Quand on a dû choisir avec Sarah et les autres membres de l'équipe nos partenaires. Parce que des partenaires, on en a eu plein. Quand on a commencé à évoquer sur le marché qu'on était intéressé par la tokenisation et la blockchainisation des œuvres audiovisuelles, il y a eu du monde tout de suite qui s'est bousculé. Mais en dehors du fait qu'on avait besoin de partenaires qui aient une structure et un poids suffisant pour pouvoir effectivement travailler à la réalisation des smart contracts, ce qui n'est pas une mince affaire, et que donc qu'ils soient en mesure d'être dans la réactivité nécessaire. Par exemple, on a dû créer un profil novice parce qu'on voit que dans l'univers des cryptoactifs, il y a pas mal de gens qui partent vraiment de zéro, mais qui rentrent doucement, comme disent nos advisors, dans la crypto-monnaie grâce au Clapcoin. On a fabriqué un profil sur mesure pour les gens qui ne connaissent rien, qui sont incapables d'ouvrir leur portefeuille numérique, leur wallet. Et que donc, il fallait l'inventer ça. Et donc, oui, c'est mieux de le faire avec Exaion pour y parvenir dans un temps record. Et donc, on s'adapte grâce à ces maisons qui ont un poids suffisant facilement. Mais on a Exaion qui est basé à La Défense. On a Nomadic Lab qui est de l'autre côté de la Seine, à la bibliothèque François Mitterrand. Nous, on est en plein cœur de Paris. Notre banque, elle est dans le 8e arrondissement. C'est la Banque de Lubac, banque purement française. Et ce côté purement français,
Alors, c'est parfois décrié le côté 100% français, mais en l'occurrence, nous, on est plutôt assez fiers. Et qu'en ce qui concerne notre présence, notre réalité, notre visibilité, le docs, en fait, ce qui fait qui sommes-nous, vous pouvez nous googliser, on nous trouve tous, hein, et on peut nous trouver même physiquement. Je veux dire, on n'est pas, on paye nos impôts ici, voilà, on est sur place. On habite l'immeuble, quoi. Et donc, pour nous, c'était fondamental de pouvoir discuter avec des vrais êtres humains quand il y a une difficulté, parce que vous lancez un projet, il y a toujours des difficultés, il y a des ajustements à faire, il y a ce genre de choses à prendre en considération. Et le fait que les individus, on soit tous à 20 minutes, 25 minutes les uns des autres, c'est fondamental. Et ça a été un élément essentiel de notre choix. Et puis, c'est vrai que quand on avait les différentes blockchains qui étaient proposées, il faut savoir qu'aujourd'hui, le comité de sélection de la diversité du cinéma français, dans l'aspect budgétaire, outre la diversité sous tous les angles qui est traité par l'équipe de Sarah, il y a l'aspect environnemental qui est pris en considération. C'est-à-dire qu'au plan budgétaire, les projets devront avoir un budget éco-responsable, une proposition sur les réductions d'effets carbone lors du tournage et, s'ils ne le font pas, proposer des alternatives. Et on le soumettra comme ça dès qu'on fera une demande de subvention ou ce genre de choses. On aura cette annexe spécifique au niveau de la diversité du cinéma français qui va imposer le respect des règles environnementales pour le tournage. Et donc, pour nous, choisir la blockchain qui aujourd'hui nous semble est la plus robuste, la plus proche dans sa dimension, même si elle est plus récente que d'autres et peut-être elle peut paraître plus petite que d'autres, en tout cas d'autres plus célèbres. Mais en tout cas, elle répond à cette norme. C'est-à-dire que nous, en termes de choix de blockchain, on ne peut pas imposer aux artistes et aux techniciens de respecter les normes environnementales et qu'on aille dans les blockchains choisir la plus polluante. Ça, ce n'était pas possible. Non, très clair. Non, juste pour la petite histoire, effectivement, Nomadic Labs et donc la blockchain Tezos, on a une communauté au sein de Blockchain HEC d'aficionados et effectivement, on commence à les connaître et on apprécie beaucoup. Ouais, on apprécie beaucoup. On a d'ailleurs eu la chance d'avoir une formation avec eux, qui nous ont donné pour les membres. Donc, je vous invite d'ailleurs à rejoindre la communauté Blockchain HEC, c'est ouvert et ça sera avec grand plaisir de compter parmi nous. Donc, peut-être une dernière question avant de clôturer c'était peut-être cette notion de luxe et des NFT tickets. Alors, j'ai eu la chance de regarder aussi une belle vidéo qui expliquait aussi tout le projet. Ouais. Et il parlait notamment des luxes et des NFT tickets. Si vous pouvez peut-être en dire quelques mots. Bien sûr. En fait, il faut savoir que, donc on disait, on a le Clapcoin. Le Clapcoin, c'est juste un stablecoin, c'est juste un wrap euro, c'est juste un véhicule d'investissement qui permet, moi j'ai de l'euro, je le convertis en Clapcoin, et derrière, c'est mon vecteur d'investissement. Le Clapcoin, je vais l'investir dans une pellicule. Et en fait, donc l'investissement, c'est le NFT, la pellicule. Ce n'est pas les Clapcoins, c'est vraiment l'argent que je mets dans les NFT. Et en fonction du nombre de Clapcoins que j'ai mis dans la pellicule, je reçois un certain nombre de tickets. Pour 100 Clapcoins, en gros, que je mets dans la pellicule, je reçois un ticket. Et en fait, le ticket représente ma part d'investissement dans le NFT. Et en fonction du nombre du nombre de Clapcoins qui vont être investis dans une pellicule, il y a un certain nombre de tickets à se partager parmi toute la communauté. Et donc, ce ticket, vraiment, il est ma part. Donc, c'est un NFT, c'est l'équivalent d'un ERC 1155. Donc, c'est quelque chose que je peux échanger, si je veux, sur une plateforme. Mais le but, c'est qu'avec ce NFT, ce ticket NFT, je vais pouvoir récupérer justement mes rewards aussi, avoir justement la preuve pour recevoir mon rendement. Donc ça, c'est une chose. Et derrière, effectivement, il y a le luxe. Et en fait, en fonction du nombre de Clapcoins que j'aurai investi dans la pellicule, je reçois aussi un certain nombre de luxe. Comme disait Joël, il y a 100 000 luxe à se répartir sur la première pellicule. Le but, c'est d'en mettre autant pour chacune des pellicules. Et donc, les luxe vont permettre à la fois de faire du stacking et aussi de prendre part justement à tous les votes. Donc, c'est pour ça qu'il y a ces différentes choses. Le luxe, c'est vraiment le token de gouvernance avec une supply limitée et qui va permettre de prendre part à des votes, qui va pouvoir me permettre d'avoir aussi mon rendement, de récupérer mes rewards. Je vais devoir burn les luxes pour pouvoir récupérer les rewards. Donc voilà. Donc c'est un peu ces trois mécaniques qui sont effectivement un peu plus poussées, mais le but, c'était aussi de pouvoir répartir un peu tout. Le véhicule d'investissement, il sert qu'à ça. Donc le but, c'était pas d'avoir un token qui soit volatile, qui en final, l'argent 1 euro investi doit revenir aussi
au développement de l'œuvre. Complètement. Et donc voilà, donc on a un peu séparé tout ça. Au lieu de tout mettre dans un seul et même token pour que derrière, ce soit n'importe quoi en termes de volatilité, on a préféré séparer justement et donner une utilité vraiment unique à chacun des tokens et des NFT. Alors, la prochaine question qui me vient à l'esprit, c'est la partie tokenomics. Je ne sais pas si c'était Exaion aussi qui a contribué peut-être, ou tous peut-être, j'imagine. Mais Totalement, ouais. vous pouvez nous donner un petit peu, enfin, vous expliquer un petit peu comment vous avez élaboré ça? Alors, comment élaborer ça? Pour élaborer ça, moi, je dirais que avant tout, avant même de rentrer dans le Web3, dans l'histoire de tokens, c'est vraiment déjà définir le vrai business model, comme tout business. Hein. On ne va pas réinventer quelque chose. Le but, c'est vraiment déjà de pondre un vrai business model qui soit concret, qu'on comprenne quels sont les canaux d'acquisition, les canaux de revenus, qu'est-ce qu'on peut redistribuer, ces choses-là. Et en fait, la tokenomics derrière n'est qu'une représentation, on va dire, au niveau du Web3, de ce qu'est vraiment le business model. Donc, comme on parlait, il y a un vecteur d'investissement, ça c'est un canal, donc ça on va le représenter en tokenomics. Derrière, il faut bien récompenser aussi les personnes via un rendement, donc c'est d'où l'intérêt d'avoir aussi du luxe, d'avoir des tickets NFT qui permettent d'avoir le rendement. Et derrière aussi, on veut aussi privilégier du coup la monnaie. Là où ça rajoute la tokenomics qui est intéressante, c'est quand on parle de communauté justement, et de DAO notamment, où on permet aux gens de prendre vraiment part à l'investissement et vraiment prendre part en termes de vote et de choses comme ça. Et donc voilà, donc c'est juste représenter un peu ce business model et comment on se projette, quelles utilités on veut donner aux tokens, parce que c'est ça aussi en fait de la tokenomics, c'est l'utilité des tokens. Et donc voilà, donc il faut vraiment avant tout faire un vrai bon business model, et c'est ce qu'on a fait avec la DCF. On a réfléchi très longtemps à qu'est-ce qu'on voulait faire comme mécanique, et derrière on doit juste le représenter techniquement parlant. Mais c'est pas ça le plus compliqué. Avant, c'est déjà de le poser et de réfléchir bien à ces mécanismes. Comment on peut investir en 2 mots dans le projet pour vous aider là? Comment ça se passe, les différentes étapes? Alors, j'ai vu qu'il y avait Noémie, et merci beaucoup Noémie d'avoir mis les liens dans le chat. N'hésitez pas déjà à aller sur le site. Mais de manière très simple, David, déjà, on va faire sa KYC, on va aller sur le site, tout simplement. La plateforme, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on le fait jusqu'à la fin de l'ICO. 30 septembre. Et donc, on se munit d'une pièce d'identité valide et puis d'un deuxième justificatif d'identité et d'un justificatif de domicile. Voilà, ça, c'est le préalable. Parce qu'on cherche vraiment à vous identifier tous les uns les autres, notamment que dans le cadre de la DAO future, c'est important qu'on ait bien identifié qu'une personne n'a pas 15 pseudos, vote 15 fois. Donc, on vous identifie une fois pour toutes. Une fois que vous avez ça, vous choisissez votre statut « Je veux investir ». Voilà, on vous valide tout ça. Vous êtes tous validés très rapidement. Tous les jours, vous passez en validation et donc on regarde les dossiers. Parfois, on vous pose des questions supplémentaires parce qu'il y a des doutes et vous renvoyez des pièces et on avance comme ça. Mais une fois que vous êtes validé, vous pouvez tout de suite, vous recevez un mail de confirmation, vous pouvez investir. Et pour investir, vous optez pour un statut. Je suis novice ou je suis expert. Je suis expert, j'ai déjà mon wallet, je vais voir comment je vais le plugger et faire que ça fonctionne avec Tezos. Donc, tout va bien, j'ai l'habitude, ça tourne. Je n'ai pas ça, je ne sais même pas ce que c'est qu'un wallet. Je réponds non à 4 questions. Dans ce cas-là, c'est nous qui prenons en charge et on dit on va se charger de ça pour vous. On va investir dans la pellicule pour votre compte. Et donc, vous prenez votre carte de crédit ou un ordre de virement, et par ordre de virement ou carte de crédit, vous investissez dans la pellicule. C'est aussi simple que ça, en fait. Donc, je crois qu'on a été, au niveau du parcours client, le plus simple possible. C'est ce que tu disais, David, je crois. C'est ce que je disais, ouais, bravo. On a voulu être le plus facile possible. Et pour ceux qui veulent se lancer et créer leur propre wallet, Tezos, etc., il y a la vidéo de Léopold est très claire dessus et il y a des tutos qu'on met à disposition pour que vraiment ceux qui ont envie de se faire plaisir et d'y aller le fassent. Et puis, s'ils ont besoin, on est là, c'est-à-dire qu'on répond via les différents réseaux sociaux aux questions qui peuvent exister ou par les mails qu'on nous envoie à contact@la-DCF et on répond à toutes les questions pour vous aider à aller jusqu'au bout et vous permettre de nous aider par la même occasion, du coup. Okay. Et même les novices, après, vont être accompagnés pour faire leur wallet parce qu'il y a un moment, il va falloir quand même qu'ils retirent aussi et qu'ils apprennent aussi à être dedans. Donc, le but, c'est de les prendre un peu par la main au début et derrière, au fur et à mesure, de leur apprendre aussi à faire le wallet, à leur déposer vraiment dessus sur les transférés et décentraliser au fur et à mesure tout ça. Ok. Donc, du coup, 30 septembre, fin de l'ICO. On parlait de soft cap, c'est ça? Oui. Ou c'est 8 millions au 30 septembre? Non, 8 millions, c'est le hard cap et 2 millions, c'est le soft cap. Ouais. C'est ça, d'accord. Et alors, justement, quelle est la roadmap après?
comment s'articule la suite de l'histoire? Alors, on va commencer, parce que comme le disait Sarah, on a déjà des œuvres qui sont quand même enthousiasmantes, hein, donc, qui viennent d'arriver. Et donc, du coup, on ne va pas se priver de les soumettre au comité de sélection assez vite. Donc, on va respecter une roadmap qui fait que probablement en juillet, on va commencer à discuter sur quelques travaux que Sarah a menés à bien, et on va déjà demander à notre comité de sélection ce qu'il pense de ces œuvres-là et s'il faut les mettre en développement. Si elles sont validées, nous, on fera quelques diligences, le pôle financier autour de tout ça ensuite. Dès la fin de la SEO, l'argent sera débloqué pour que, en step deal, ces œuvres puissent commencer tout de suite à être mises en travail de fabrication. Et donc, le développement durera ce qu'il doit durer. On verra en fonction de la typologie des œuvres. Mais ça veut dire que fin 2023, on pourrait avoir les premiers claps de tournage qui commencent. Donc, sachant que nous, on aura vendu les œuvres entre-temps, qui auront été sélectionnées par le comité de sélection. Donc, ça va aller assez vite en définitive aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à partir du 30 septembre, effectivement, on est dans la phase très opérationnelle active de la fabrication des produits et de leur mise en vente. Très clair. Et enfin, Et la plateforme, elle va évoluer au fur et à mesure, d'ailleurs, parce que c'est aussi ça, il y a des étapes au niveau de la plateforme du Launchpad. Là, au début, effectivement, c'est la première pellicule et c'est une pellicule qui est plutôt managée par le comité, effectivement. Mais derrière, à terme, c'est aussi de rajouter des features dans la plateforme au fur et à mesure et notamment permettre à d'autres producteurs de créer eux-mêmes leur propre pellicule pour potentiellement la faire financer aussi par la communauté, des choses comme ça, ou même un jeune producteur qui sait pas par où débuter aussi, de pouvoir aller dessus. Donc en fait, il y a aussi des étapes au niveau du Launchpad pour permettre aussi à toute la communauté, aux gens de travailler dessus et de bénéficier en fait d'une plateforme qui est développée pour eux avec des smart contracts qui tournent et qui permettent de dupliquer un peu les choses aussi comme ça. Donc ça, c'est aussi sur les étapes un peu plus techniques, si je peux dire, du Launchpad. En avant-première, on peut dire qu'on créera une branche crowdfunding pour les débutants artistiques là, et qui, en Friends and Family, vont demander à leurs potes et à leur famille de mettre 1000 balles, 2000 balles, 3000 balles pour les aider à pouvoir monter le dossier qui sera soumis à Sarah. Parce que il faut que, si on demande à quelqu'un de faire le mood board et qu'il dessine bien, bah, c'est plus sympa de pouvoir lui donner quand même un billet de 100 ou 200 balles. Et donc, du coup, cette plateforme de crowdfunding en Clapcoin, qui fonctionnera également en Clapcoin, elle permettra à ces jeunes de se donner toutes les chances possibles d'avoir les meilleurs dossiers pour pouvoir avoir le plus de chances possibles d'être sélectionnés par le comité de sélection de la DCF que Julie Gaillet préside. Donc voilà, donc on va continuer à rajouter des briques. Et puis demain, ce sera des producteurs musicaux qui viendront soutenir des artistes musicaux et ils pourront venir sur la plateforme. Et c'est pour ça que l'on dit que le Clapcon, au-delà de la monnaie du cinéma, c'est aussi la monnaie du divertissement, parce que sa vocation, c'est bien d'accompagner, d'aider toute œuvre et tout souteneur, producteur d'œuvres, toute personne qui sont soutien d'œuvres et créateur d'œuvres pour pouvoir mener à bien leur projet. Et donc, c'est là qu'effectivement la blockchain va nous aider considérablement. Et nous, on ouvre à tout le monde notre plateforme pour que tout le monde puisse en profiter. Magnifique, magnifique. J'aurais une dernière question, je ne sais pas si on peut, mais si vous avez encore Nous, on peut, après, voilà. Non, c'était en fait la force du projet. Quelle est la force du projet dans ce contexte un petit peu particulier, bearish, quoi. Donc, c'est vrai que c'est… Alors moi, j'ai un point de vue là, financier, c'est que j'achète quand ça baisse. Hein. J'achète pas quand c'est au plus haut. On est d'accord. Donc, c'est une putain de bonne nouvelle, ce bête. Bon, ça, c'est la poésie. À peu près tout ça, ouais. Et quand on a de la thune actuellement, on achète à fond, quoi, c'est tout. Oui. C'est comme dit le dicton, buy the dip, ouais, tout à fait. Non, et puis après, c'est un peu le contexte aussi on entend beaucoup parler c'est le meilleur moment pour les builders, hein, clairement, pour oui. ce type de projet. Non, mais ce genre de crise, c'est une super opportunité. Moi, j'en parlais hier, on avait une très belle école avec laquelle on discutait. Et moi, la première crise que j'ai connue, c'était la crise hyperinflationniste des années 70 avec le double choc pétrolier, et où le monétaire était rémunéré à 12,5%. Et il fallait voir le des taux de crédit qui étaient proposés à ce moment-là. La crise que j'ai eue ensuite, c'était la crise obligataire. On ne savait pas si les entreprises françaises n'allaient pas toutes mourir la gueule en l'air parce qu'elles ne pouvaient pas rembourser la dette. Ça, c'était 87. Derrière, on a embrayé avec la crise de 91, la guerre du Golfe, et on avait l'immobilier de bureau à Paris qui ne valait plus rien.
Ça, plus personne s'en souvient, mais moi, je peux vous dire, j'étais notaire à ce moment-là, il y avait des notaires qui sautaient par les fenêtres, hein. Et quand on est quelques années plus tard, 96, allez, tout va être merveilleux grâce à Internet, et puis on voit ce qui se passe 2000-2001 avec Internet, et finalement, il y a de nouveau des gens qui sautent par les fenêtres, c'est plus les notaires, c'en est d'autres. Mais quand la mer s'est retirée, on a vu ceux qui ne portaient pas de maillot de bain. Mais ceux qui portaient un maillot de bain, ils s'appellent Google, Amazon, Apple, ils sont toujours là aujourd'hui et c'est eux qui, aujourd'hui, s'occupent de notre vie au quotidien et finalement, leurs outils, on s'en sert à fond et on est finalement content de les avoir, leurs outils. D'ailleurs, sans ces outils-là, on était au Crypto Day hier, un des intervenants disait une chose très juste, Gutenberg, il n'a pas inventé l'imprimerie. Gutenberg, il a assemblé les éléments qui existaient dans son temps, ce qui a permis d'avoir une imprimerie. Et aujourd'hui, la blockchain et le Web3 existent. Pourquoi? Parce qu'il y a tous ces intervenants des années 2000 qui sont arrivés avec leurs outils qui nous permettent aujourd'hui de faire exister cette nouvelle technologie et cette nouvelle proposition et cette révolution blockchain. Et puis, dans les crises qui ont suivi, on a quand même eu 2008, la crise financière de laquelle est né le Bitcoin, qui est finalement le précurseur de la suite. Et puis donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, cet éternuement autour des cryptoactifs, il peut être désagréable pour ceux qui ont perdu beaucoup d'argent, et c'est désagréable, bien entendu. Ceci étant, tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu. Mais en tout cas, tant qu'on a fait des plus-values, si jamais on ne les constate pas, on est potentiellement riche ou virtuellement pauvre. Et quand on a fait des plus-values, avoir un stablecoin qui tient la route, c'est pas mal de le constater dessus. C'était le magnifique mot de la fin. Merci. Et un stablecoin backé, parce que tout euro reçu, voilà, tout euro reçu par une banque française. Et donc, c'est vraiment, voilà, on ne parlera pas de ce qui a pu se passer ces dernières semaines ou même sur d'autres stablecoins, mais en l'occurrence, c'est quand même backé par une banque française et tout euro reçu. Et en fait, les clapcoins sont mintés, donc sont émis en fonction du nombre d'euros qui sont reçus sur le compte bancaire ou via de la crypto-monnaie. Donc ça, c'est important aussi. Oui, complètement. Excellent, excellentissime. C'était passionnant. Merci infiniment. Merci Sarah, merci, Sébastien et Joël. Merci à tous. L'accueil. Merci à tous les participants également. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, de toute façon, comme si vous êtes d'accord, on retransmettra la vidéo sur le site et sur les réseaux. Avec grand plaisir. C'était excellent. Merci encore. Merci. Très bonne soirée. À bientôt. Merci beaucoup. Très bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.